Voilà, ils sont tous là. Je croyais que t'allais m'aider. Thomas Bosque, Philippe Saint-André, Oui. Stéphanie Braz, Sonia Zagdoudi et Patrick Oui. Chevalier qui nous a rejoint aux côtés de Philippe Saint-André, réalisateur, un peu producteur aussi. Oui. Que je vais envie de faire un clin d'œil quand même à. Je vais pas le rater. Il est là, il est pas loin. Je vais le retrouver. Mon Dieu, mon Dieu. Pierre Mathiot aussi qui a réalisé le documentaire Absolument. sur ces dames. Oui. On va en Si parler. vous me faites des oui, point de suspension, on va être mal barré pendant une demi-heure. Attends, il faut qu'il s'acclimate déjà un petit peu. C'est très important. Je vais vous laisser un peu de temps. On va déjà parler du rugby à 13 et donc de la Super League. Ouhou, youhou, c'est le retour. Ah bah oui, zut, il y a le rappel de titre. Oui, on y va, une petite piqûre. Bah oui, Christelle Noël. Rennes Saint-Étienne, de caractère fort côté entraîneur, mais côté joueur, c'était pas vraiment ça sur le terrain. Rien ou presque jusqu'à la tête de Bayassal à la 73e, sur un coup franc de Coad. Tiens, deux des joueurs avertis par Galtier la semaine dernière. Coach Courbis devrait peut-être piquer l'idée, non? Barcelone avait montré la voie mercredi soir, Séville a fait, bon allez, presque pareil. Pas 7 mais 4 buts, c'est pas mal du tout. Surtout avec un doublé de Gamero, c'est surtout plutôt confortable pour envisager sereinement le match retour et la qualification en finale. Souvenez-vous, Raphaël Poiré, les plus belles heures du biathlon français avant cet homme-là, Martin Fourcade. Un nouveau 10 sur 10 hier à Cannes-Mort lui offre une 45e victoire, la promesse d'un nouveau globe de cristal et la possibilité d'effacer Poiré des tablettes. Nouveau départ pour le 15 de France, Guy Novès a fait le choix de la jeunesse et du renouveau pour faire oublier cette satanée Coupe du Monde. En 13 aussi, on sonne le renouveau, les Dragons catalans sont prêts à cracher le feu avec leur nouvelle recrue aux accents australiens et anglais. Premier test ce soir à Wigan. Duel de meneurs cette nuit entre Lillard et Laurie. Résultat, on a compris pourquoi Laurie est All-Star Game et pas Lillard. Et pendant ce temps, Kobe monte tranquillement en puissance. Yes, baby! Et ben voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut enfin, Thomas, s'attaquer au rugby à 13 à la Super League qui a donc repris hier. Tu as regardé le match? J'étais là, je l'ai commenté. Oui. Bon, allez, on va le faire ensemble off parce que le match d'ouverture se jouait donc contre l'élite, le tenant du titre face aux Warrington Wolves. Magnifique et il faut dire quand même c'était gagné donc de justesse des Wolves et surtout sans les vétérans. Mais oui, ils sont plus là, Kevin Sinfield, Jamie Peacock et les Uluai. Et de plus, les Wolves, ils menaient déjà 6-0 à la mi-temps après cet essai transformé par Chris Sando, magnifique. C'est ça. Et donc là, effectivement, hein, on y croit. Sauf que Ryan Hall a pourtant permis aux Rhinos de reprendre l'avance d'6. Et là, on se dit, est-ce que c'est jouable? Mais là, il y a Kevin Penny et Kurt Gidley qui sont passés par là et qui mènent du coup les Wolves à la victoire 12-10 après la transformation de cet essai. Et le capitaine Danny McGuire s'est blessé juste avant le mi-temps. Ça leur a effectivement porté la poisse du coup après. C'était compliqué. Ouais, c'est quand même. Danny Maguire est quand même le joueur clé maintenant depuis que Kevin Sinfield a pris sa retraite à 13 et il est parti au rugby à 15 à Leeds. Et voilà, ça a été, je pense, un gros coup dur pour cette équipe de Leeds qui a moins su gérer ses temps forts. Alors que Warrington a vraiment fait un match exemplaire sans trop de fautes. Ils ont réussi à marquer, à scorer quand ils ont pu. Et au final, ils créent quand même un petit exploit en allant s'imposer à Leeds pour la première journée. On dirait que vous êtes le fils de Louis XIII. Vous avez le même accent de Perpignan. Le 13, la balle à l'aile. Ouais, le 13. C'est formidable. Allez, ça envoie. Et donc, justement, ce soir, on va passer à toi, aux Dragons qui vont donc jouer contre Wigan Warriors. Et alors, hein, on se dit, sur papier, effectivement, c'est les Warriors qui sont favoris. Sauf que les Dragons, bah oui, vous avez fait un recrutement à 4 étoiles, on l'a dit hier, que du beau monde venu de la NRL. On va s'attarder un petit peu sur les nouveaux recrues, comme ça on regarde ça tranquillement. C'est un petit sujet magnifiquement préparé par Laurent Bidon. Australiens, Anglais, Néo-Zélandais ou Papous, 7 joueurs étrangers ont rejoint les Dragons catalans pour attaquer la saison 2016. Point commun, beaucoup d'expérience en NRL et en Super League. Jem Appel, Pat Richards. Le plus gros CV, c'est le sien, Pat Richards, plus de 300 matchs et presque 3000 points au cours de sa carrière. Sur son aile, il a gagné la NRL avec les West Tigers et la Super League avec Wigan. Richards, c'est une machine à marquer, 4 fois meilleur buteur de la Super League. Il marque au pied, mais aussi à la main. Australien, mais international irlandais, le grand Pat est un grand pro au sang-froid. Je suis Glenn Stewart.
Autre pointure, un ancien de Manly qui jouait aux Rabbitohs la saison dernière. Un dur, l'Australien Glenn Stewart, réputé pour ses qualités de combattant. Avec un tel gladiateur, les Dragons devraient se faire respecter au centre du terrain. Glenn Stewart a disputé 5 fois le State of Origin. Je m'appelle Justin Hara. Lui aussi a joué à Manly. Le néo-zélandais Justin Oro compte plus de 100 matchs en NRL. Il va apporter son punch en deuxième ligne. À 29 ans, Oro, international kiwi et passé par Parramatta, est un élément d'expérience, solide en attaque comme en défense. Je suis Dave Taylor. Autre atout puissance, le géant australien Dave Taylor, plus de 120 kg sur la balance, forcément il pèse sur les défenses. Il est très difficile de l'arrêter. Taylor a participé à 8 State of Origin, mais en conflit avec la Gold Coast et la justice pour des histoires de drogue, il a quitté l'Australie. Il vient se relancer chez les Dragons. Je suis Paul Layton. Ancien capitaine de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paul Layton était surtout le talonneur de Leeds, même s'il était blessé en fin de saison dernière quand l'équipe a tout raflé. Lui aussi a joué en NRL, à Penrith et Cronulla. Layton sera chargé de remplacer Ian Henderson. Je m'appelle Richie Myler. L'an dernier, Richie Myler a marqué l'un des plus beaux essais de l'année en Super League. À 25 ans, le petit Anglais succède à Scott Duro. Myler était l'un des guides de Warrington. L'an passé, les rumeurs l'envoyaient vers Manly, mais il fera bien la paire avec Todd Carney pour porter les Dragons vers les sommets de la Super League. Je m'appelle Jody Broughton. Enfin, l'ailier d'Huddersfield, Jody Broughton, vient renforcer les lignes arrières. Sobre et efficace, Broughton avait notamment signé un doublé l'an dernier face aux Dragons lors du Magic Weekend. Pour lui comme pour les autres recrues, le moment est maintenant venu de s'exprimer sous les couleurs catalanes. Je suis Dave Taylor. Je suis Paul Layton. Alright, small. You ready? Je m'appelle Justin Hara. Je m'appelle Richie Myler. Je suis anglais. Ça va, on espère qu'ils garderont le sourire aussi ce soir après Qui le seront match. meilleurs en rugby qu'en français. Ça, c'est pas gentil parce qu'on peut toujours progresser. Il y a des beaux bébés quand même. Il y a des beaux bébés, mais Ils ont signé des beaux bébés. Hein. justement, en parlant de ces nouveaux recrues, est-ce que ça va donc permettre aux Dragons de passer à l'étape supérieure cette année? Parce que là, noir sur blanc, on a envie d'y croire. Oui, bien sûr, tout le monde a envie d'y croire. Mais après, c'est du travail aussi. Ça ne va pas se faire ça en claquant des doigts. Il va falloir du travail. Il va falloir que la mayonnaise prenne un petit peu. La pré-saison a été bonne. La pré-saison était bonne, très bonne même. Très dure. Non, Très, moi, très- je suis encore en train de rire, j'adore vos expressions traduites. Sur le papier, ça devient noir sur blanc, c'est magnifique, c'est magnifique. Quoi, on dit pas Ouais, ça? Et, Toi, Thomas. donc oui, la préparation a été très bonne. Ils se sont très très bien adaptés. C'est des grands joueurs, donc ils savent aussi ce qu'il faut faire pour être au top niveau. Ils travaillent dur le français. Très important. Ouais. Surtout de vous comprendre avec l'accent. Oh, mon Dieu. Et ils ont des cours 3 fois par semaine, donc voilà, ils essaient de s'intégrer le plus rapidement possible pour que voilà, sur le terrain ça se ressente et que les résultats suivent en suivant. C'est vachement important. Dan Carter a joué le jeu également au Racing avec ses cours intensifs. Les pundits, les experts en Angleterre disent hey, ils sont injouables à Brutus, ils voyagent mal. Ça, c'est un gros défaut que l'on a depuis... Deuxième pire équipe à l'extérieur, derrière. Ça fait 2 ans que l'on a du Wakefield. mal à voyager. Et on travaille beaucoup sur ça, sur ce fait d'être plus régulier, plus constant, renouveler ces performances qu'on fait chez nous à Brutus devant notre public. C'est vrai qu'on est boosté, voilà, quand tu as le public qui te pousse derrière, tu as toujours envie de faire un peu plus. Quand on se déplace, malheureusement, on est seul contre tous. Et voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, mentalement peut-être. Et après, voilà, c'est quelque chose
où les Anglais nous attendent. Enfin, ils savent très bien qu'on a beaucoup de mal à se déplacer, donc ils se disent bon, les Dragons arrivent, ça va être facile, mais maintenant il faut que ça change. Et quelles sont les stratégies alors cette année pour mieux voyager tout simplement? Parce qu'il doit y avoir des clés. Il faut mettre un ballon dans un seau d'eau, parce que où il joue tout le temps dans le nord de l'Angleterre. Il pleut 90% du temps, parce que j'ai entraîné à Sale, donc Manchester, et on était dans le monde du rugby, et on s'entraîne en permanence sous la pluie. Eux, à Perpignan, dans le monde de la rugby league. C'est le soleil. Ah oui, dans le monde du rugby league, j'allais voir des entraînements. J'ai beaucoup travaillé avec des entraîneurs de défense qui venaient du rugby à 13 ou des préparateurs physiques. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'entraîner 3 des plus grands joueurs à 13. Sonny B. Williams, qui a gagné à 13 avec la Nouvelle-Zélande, mais surtout champion du monde à 15. Henry Paul, qui était une grande star. Et puis pour moi, Jason Robinson, qui non seulement a été un des plus grands joueurs à 13, mais qui a été champion du monde avec l'Angleterre et qui était mon capitaine à Sale quand on a été champion d'Angleterre. Et un grand monsieur. Philippe, info ou intox, vous vouliez naturaliser Sonny Bill? Oui, non, c'est pas une intox, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais joué à 15 en Nouvelle-Zélande. Il a commencé à jouer à 15 en France. Et on sait et on connaît les règles. À partir du moment où tu joues depuis plus de 36 mois dans un pays et que tu n'as jamais joué dans un autre pays en une sélection de jeunes, il était sélectionnable pour l'équipe de France s'il était resté 12 mois de plus. Je lui avais proposé, hein, il était prêt à le faire, mais bon, hélas, son agent était assez intelligent. Il dit non, il va revenir en Nouvelle-Zélande et être champion du monde avec les Blacks, ce qu'il a fait. C'est l'inverse qui s'est produit avec vous, Thomas. C'est les affres du 15 qui ont essayé de vous accaparer. Ouais, vous êtes resté à 13. Il y a quelques années de ça, mais bon, c'était plus des on-dit, des ragots, que vraiment une proposition. C'était les ragots des ragots. De toute façon, vous avez suivi le projet de Bernard Gouache dès le début, donc pour vous, c'était peut-être aussi impossible de partir, de continuer à suivre l'ambition également? Ouais, ben c'est très compliqué. J'ai toute la famille qui baigne là-dedans, dans le rugby à 13. Voilà, je commençais à l'âge de 6 ans là-dedans, à l'école de rugby de Saint-Estève, qui est juste à côté de Perpignan. Et le fait d'avoir la chance d'avoir les Dragons catalans dans ce championnat de Super League, un championnat professionnel, chose qu'on regardait quand j'avais 12-13 ans avec des grosses billes, et se retrouver 10 ans après là-dedans. Et surtout de persister également. Parce qu'il y avait le Paris Saint-Germain à 13 qui avait réussi 2-3 saisons. Ouais, et les Dragons, ils y sont. Qui avait fait 3 ans. Et voilà, c'est vrai qu'on savait... Le PSG, ils sont dans le sud, non? C'était le PSG en Ile-de-France. On ne savait pas trop où est-ce qu'on partait. Les 2 premières saisons ont été très, très difficiles. Où, voilà, on a souvent... Vous aviez des petites subventions pour que ça soit un petit peu plus facile quand même. Oui, il faut. C'est important de rappeler ça, vous l'avez dit, mais vous formez à Saint-Estève. Il y avait le 13 catalan, ça a été une fusion et ça a fait ça la Super League, hein, qu'on comprenne bien. C'est ça. Et vous êtes membre de cette Super League depuis 2006. Il fut un temps, quand on était polyvalent, Philippe, on était une classe supérieure. En 15 ou en 13, Thomas a joué 9, 10, façon 15, demi de mêlée, ouvreur, ailier, arrière. Et parfois, la polyvalence, enfin, ces derniers temps, elle me semble plutôt coûteuse qu'avantageuse. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, d'être polyvalent, c'était très bien. Ça reste important quand on part pour un entraîneur d'avoir un joueur, un utility back qu'on appelle, qui est capable de jouer pas mal de positions, mais très souvent, c'est plus le mec qui est remplaçant ou le mec qui fait partie du squad et qui rentre en cours de match. Et maintenant, on va sur des vrais spécialistes. Ouais. Dulin vous en veut encore, hein, d'avoir joué au lieu de l'arrière. Vous pourriez remplacer Morgan Escarré, là, par exemple? Oui, je peux jouer partout, ouais, comme... C'est une frustration par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, vraiment pas. J'ai toujours joué à tous ces postes. Ça a ses avantages et ses inconvénients aussi. Il y a des fois où tu te dis, quand il y a quelqu'un qui est blessé à droite, à gauche, tu te dis, ça peut te permettre de jouer. Mais après, il faut être aussi assez intelligent pour savoir, quand tu joues au poste d'ailier, c'est un différent placement par rapport à quand tu es organisateur, quand tu es un demi, où là, c'est toi qui prends le jeu en compte. Donc, voilà, c'est des qualités qui sont complètement différentes et il faut faire avec, mais je pense que c'est quand même... Je pense que pour moi, c'est plutôt un avantage. Et l'avantage que tu as aussi, c'est que tu détiens le record des points inscrits des Dragons. Et là, alors, qui
des jeunes va pouvoir te remplacer parce que bientôt, bon, bah, ça y est, tu commences à vieillir un peu, hein, on va le dire. Non. Encore quelques années. Alors, qui sont les jeunes aujourd'hui, à ton avis? Il y a des jeunes qui montent. Bon, après, avant qu'ils arrivent à 1000 points, il va falloir qu'ils travaillent. Parce que j'ai mis la barre haute. Il y en a qui tâtent quand même. Hein. Le petit Tony Gigot, fan de foot et du Barça, on va voir ça. Ce qu'on peut faire avec un ballon ovale, c'est quand même complètement bluffant. Regardez ça. Hop, hop, hop. Ah oui, tranquille. Ça tâte du ballon. Hein. Allez hop, on le fait en plein match. Waouh. Voilà pour les Dragons. Last but not least, ladies, mesdames, avec Toulouse Ovalie 13. Vous êtes avec nous, Patrick Chevalier. Votre film a été présenté lors du colloque sur la féminisation du rugby à 13. D'où part cette initiative dans un premier temps? Alors, au départ, je voulais faire un film sur un sport d'équipe féminin. Et j'ai rencontré par hasard le rugby à 13, parce que je ne connaissais pas du tout le rugby à 13 avant de faire ce film. Et j'ai découvert donc une équipe, un sport, et la particularité de cette équipe de Toulouse-Ovalie, et avec le réalisateur Pierre Mathiot, on a vraiment été sensibilisés par ça, parce que c'est une équipe qui a un fonctionnement bien particulier, et qui nous a permis de faire ce film. On a tâtonné un peu, mais on a trouvé après le sujet, et on a fait ce film de 52 minutes. Il les a vues tout de suite, comme il a vu qu'elles étaient ravissantes. Il a dit voilà. Il n'y a pas photo. Voilà. On va tirer du rugby, Philippe. On va en rugby à 13 féminin. Mais justement, les filles, comment la nouvelle a été accueillie auprès des filles, auprès des joueuses, quand il s'agissait de faire un documentaire sur votre sport, sur votre passion? Effectivement, au début, quand on a rencontré Patrick qui nous a parlé de ce documentaire, on s'est dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on y va? Bon, tout de suite, c'était les premiers sentiments, mais après, on a foncé tout de suite sur l'occasion, puisque ça nous permet de parler de notre sport, de parler de notre club, de nos expériences. Et tout de suite, toutes les filles ont adhéré au projet, et puis, comme dit, la mayonnaise a pris, quoi. On a découvert que votre sœur Sonia, les conversations d'avant-match, c'est à peu près les mêmes que les hommes. Hein. Faites-la monter, cet orage, merde! On voit. C'est dans la famille, je crois. C'est dans la famille, c'est ça. On est très passionnés, on dit les choses, oui, c'est ça, on est très franc-parler. Donc, après, on est passionnés, donc ça sort directement. Hein. Toulouse Ovalie, créée en 73, la section féminine en 2000, une trentaine de filles, 10 joueuses pour la Coupe du Monde en Australie en 2009, 6 en 2013. Il y a une Coupe du Monde qui se profile l'an prochain. Là aussi, on peut avoir une bonne partie de l'équipe. Je pense qu'on peut dire qu'on peut rester l'un des premiers viviers de l'équipe de France. Bon, effectivement, on se partage la place avec d'autres équipes, puisque les joueuses de bon niveau ne sont pas que chez nous, heureusement. Mais on espère. Ouais, on y travaille. Travailler dur. Comment on explique tout à l'heure, voilà, au maquillage, je vous dis, vous connaissez Thomas Bosc? Ben oui, on se connaît, c'est une famille, le rugby à 13. Comment expliquer ça entre Toulouse et Perpignan, que tout le monde se connaît un petit peu, qu'il y a vraiment cet esprit familial là? On n'est pas très loin déjà, on n'est qu'à 2 heures de route, hein, c'est pas très loin. Mais c'est vrai que le monde du rugby à 13 est petit finalement, donc quand on est passionné, ben, on fait les kilomètres pour aller voir un match de 13, on se déplace, on va voir les joueurs, et puis... Thomas est quand même relativement disponible, on peut discuter avec lui, donc c'est toujours un plaisir d'échanger. Justement, vous puisez un petit peu auprès des hommes pour améliorer le jeu, pour jouer de manière différente, peut-être, de chercher des petites choses que vous ne faites pas parce que vous êtes justement des femmes. Ben, c'est un niveau, hein, ensuite, hein, c'est simple. Hein. Lorsqu'on va voir des matchs de rugby à 13, on a envie de prendre exemple sur eux, on a envie de faire comme eux, et du coup, on a envie d'avoir le même niveau de jeu qu'eux. On veut être l'exemplarité au féminin, finalement. Il n'y a pas de femmes dans les instances dirigeantes, Patrick. Pas ou peu, pas. Et du coup, peu de décisions prises pour le sport féminin. C'était une façon de mettre ça en lumière. Je me suis demandé, on s'est demandé, hein, avec Christelle Noël, 4 saisons au sport féminin, on va en prendre pour toute l'année. Les 24 heures du sport féminin sont remplacées par effectivement une journée toutes les saisons. Il faut les mettre en lumière davantage ? Ou c'est une façon de montrer des inégalités? Disons que le fait de mettre les 4 saisons, c'est de permettre de voir un peu le tour d'horizon sur le sport féminin. On parle sur ce week-end, on va parler de médiatisation,
Mais sur d'autres week-ends, en mai, en septembre, on va parler des instances dirigeantes, de la représentation des femmes et des discriminations qui existent et tout. Bon, il n'y a pas si longtemps encore, il y avait certains sports qui étaient non accessibles aux femmes. Et là, à travers le film qu'on a fait sur le rugby à 13, bah, on découvre que les sports peuvent très bien s'ouvrir aux femmes à tous les niveaux. À la Fédération française de rugby, au comité directeur, il y a des femmes. Et le rugby féminin à 15 s'est développé incroyablement bien depuis une dizaine d'années. Donc elles sont en stage, il y a eu une Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été organisée en France et ça a fait des scores audimat incroyables. Et en plus, le rugby à 7 féminin est devenu olympique. Et l'équipe de France féminine, c'est des joueuses qui sont pros, qui sont à Marcoussis et en plus qui ont une chance d'être médaillées au Brésil. Donc je crois que le rugby et le sport féminin est en train de se développer et c'est bien. Donc je te félicite d'avoir fait ce sujet. Merci. Mais il y a des chiffres qui viennent de sortir récemment sur les fédérations en termes de licences. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toutes les fédérations, pour ainsi dire, la part des licences féminines prend de la croissance, ça explose. Dans tous les sports, hein, le rugby, le handball, ainsi de suite. Donc l'idée d'essayer de faire avancer les choses, aujourd'hui, ça me paraît important. Madame la Présidente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Faut grapper aux instances. Oui, exactement. Mais justement, les filles, vous avez toujours ce préjugé quand vous dites que vous êtes joueuse de rugby à 13. Il y a toujours un petit « oui, c'est cool », mais il y a toujours quelque chose. Ça passe jamais facilement comme si on dit « ah, ben, je joue au tennis hein. ». Ça reste un sport d'homme. Oui, bon, ça fait un moment que je n'ai pas entendu ça quand même. Hein. On passe à autre chose. Il y a très longtemps, il y a des préjugés sur le rugby. Les filles jouent au rugby, c'est pas pour vous, c'est pour les hommes, c'est trop brutal, tout ça. Bon, ça fait un petit moment que j'ai plus entendu ça. Mais c'est vrai que c'est brutal quand même, on ne peut pas le nier. C'est du rugby. Non, ça va. En tout cas, vous avez des têtes bien faites. Sonia, vous préparez une thèse de biologie. C'est ça. Stéphanie, vous êtes docteur en biologie. Oui. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le gazon maudit, le rugby. Je pose la question, mais bravo à vous. Tu l'as fait. Bravo. Ouais. Non, c'est parce qu'on va... Il était préparé. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Parce qu'on va parler de synthétique. Super Bowl 50. Les Américains ont du mal avec les chiffres romains. Et puis, elle, esthétiquement, pas très beau. Donc, du coup, on est repassé à 5-0. Vous savez, on dit tout le temps que les Américains sont très capitalistes. Il y a une chose qu'ils font bien, c'est que chaque année avec la draft, les moins bonnes équipes ont l'opportunité d'aller chercher les meilleurs universitaires. Draft 2011, avec son numéro 1 pour les Carolina Panthers, Cam Newton est recruté. 4 ans plus tard, les Panthers sont au Super Bowl face à Peyton Manning et ses Denver Broncos. Et puis il est un petit peu détendu du string. Cam Newton, il nous dit, moi, vivement la mi-temps, que je vois Beyoncé. Tout va être très long, on va devoir beaucoup patienter avant le match par exemple, on va devoir rester 15 ou 30 minutes de plus sur le terrain à cause de toutes les animations. La mi-temps aussi sera beaucoup plus longue à cause des concerts lors de la pause. D'ailleurs, on a demandé au coach de nous laisser sortir des vestiaires un peu plus tôt pour qu'on puisse voir un peu Beyoncé. Plus sérieusement, en fait, il va falloir surtout réussir à rester en rythme et concentré malgré toutes ces longues interruptions. Et je pense que ce sera ça la clé pour ce match. D'autant que pour une grande majorité d'entre nous, chez les Panthers, ce Super Bowl, c'est une grande première. Tout ça sera donc très nouveau. Philippe, vous connaissez l'histoire du Deflategate l'an dernier? Les ballons dégonflés? J'en ai entendu parler. Ils avaient dégonflé les ballons, Tom Brady s'était fait pincer. Là, Cam Newton, j'ai vu qu'il en avait planqué un dans son bras. Un peu le machin. Truc de dingue. Il y a des blagues très nulles. Il en a 2. Il y a des blagues très nulles par rapport à ce genre de choses, je me souviens. Bref, on passe à la NBA. Et il y avait seulement 4 matchs au programme cette nuit. Mais un beau duel des meneurs entre Damian Lillard de Portland et Kylie Lowry de Toronto. On va regarder tout ça et aussi Kobe Bryant qui prend une deuxième jeunesse juste avant le NBA All-Star Game. Charles Beauvais. Au Moda Center de Portland, il y avait comme un parfum de play-off cette nuit. Et pour cause, les Blazers, 8e de la conférence Ouest, recevaient les Raptors, 2e à l'Est. Mais surtout, la rencontre était l'occasion de s'offrir un beau duel entre Damian Lillard et Kyle Lowry, 2 des meilleurs meneurs de la Ligue. Et l'opposition de style a tenu toutes ses promesses. Les 2 hommes se sont rendus coup pour coup. Premier en action, Lowry a justifié son nouveau statut de All-Star titulaire en compilant 30 points, 6 rebonds et 8 passes pour permettre aux Raptors de faire la course en tête. En face, Lillard, très certainement motivé à l'idée de prouver que lui aussi aurait mérité sa place au All-Star Game, a claqué 27 points, 11 passes
et un contre monstrueux sur son adversaire direct. Au coude à coude, les deux meneurs ont donc eu besoin de leurs meilleurs amis pour se départager. Et entre DeMar DeRozan et CJ McCollum, c'est le Raptor qui s'est montré le plus solide avec 29 points cette nuit. DeRozan a pris le meilleur sur McCollum, 21 points seulement. Un écart de 8 points entre les deux hommes qui s'est retrouvé sur le tableau d'affichage à la fin du match, puisque les Raptors l'ont finalement emporté de cette longueur, 110 à 103. Pendant ce temps-là, Kobe Bryant lui monte en pression à l'approche du All-Star Game. 2 jours après avoir inscrit 38 points à Minnesota, le Black Mamba a de nouveau fait des étincelles sur le parquet de la Nouvelle-Orléans. La star des Lakers s'est offert un joli double-double avec 27 points et 12 rebonds, histoire de bien faire comprendre à tout le monde qu'il ne ferait pas le voyage à Toronto pour rien. Mais surtout, Bryant a de nouveau porté les Lakers à bout de bras et il le fallait car en face, Anthony Davis aussi était énervé. Avec 39 points, l'intérieur des Pelicans a longtemps fait vaciller les Lakers, mais il était trop seul pour s'en sortir face à des Angelinos solidaires et où tous les joueurs de la rotation ont scoré. Résultat, malgré un Anthony Davis de feu, les Pelicans ont fini par s'incliner d'un rien, 99 à 96. Los Angeles, de son côté, enregistre seulement sa 11e victoire de la saison. Dans les autres résultats de la nuit, New York est tombé à Détroit, battu 111 à 105 par les Pistons. Même score entre Phoenix et Houston, mais cette fois, ce sont les visiteurs qui l'ont emporté. Succès des Rockets grâce notamment aux 24 points de Corey Brewer. Avant de se quitter, je vous propose vite fait le programme du jour sur nos antennes. Évidemment, à 12h45, toute l'équipe d'NBA Extra se tient prêt pour vous accueillir. Et puis, tiens donc, une beau derby. Il aura un Nancy-Metz. C'est du Ligue 2, 25e journée. Et également, sur les B2, B3, vous avez encore du basket. Et la Ligue 2, justement, à 19h15, Robert Mann sera prêt. Et Mönchengladbach face à Werder Bremen de la Bundesliga. Ils font des bêtises. Et surtout, on souhaite aux Dragons catalans de l'emporter pour ce premier match face à Wigan. Ça sera à 20h55 sur Max 6. Et ils font des bêtises, les hommes. On prépare la mêlée. Et vous dire que le bouquin, c'est pas que pour se faire du blé, hein. Philippe, la moitié va être redistribuée à qui? Un club, le Vercors Rugby Club, qui a été créé par mon papa. Voilà, c'est des gamins. C'est le club le plus haut en altitude, 1000 mètres. Ah, ça doit être et dur, voilà, et c'est que des bénévoles et c'est 38 gamins. Et donc l'argent va aller à ce club-là. Oh, tiens, mec, bien. Voilà. Merci, mesdemoiselles. Merci. Bonne chance à 13. Hein. Touch. Crouch. Allez, les